La Fédération professionnelle des journalistes du Québec, la FPJQ, va tenir, tient ce mois-ci, en mai, ses semaines de la presse et des médias. Il y a des activités qui ont eu lieu partout au Québec. Il en reste encore quelques-unes. Et ici, dans la région de la capitale nationale, il y a un panel qui se tiendra mercredi prochain, donc le 28 mai, sur le thème « Journalisme, désinformation et résistance à l'ère de Trump ». La porte-parole de ces semaines, cette année, c'est la journaliste Annabelle Blais du bureau d'enquête du Journal de Montréal. Je lui parle tout de suite par Zoom. Bonjour, Annabelle. Bonjour Philippe. Annabelle, le thème choisi cette année pour les semaines, c'est « La vérité peut-elle survivre ?» Est-ce que la vérité est menacée au Québec? Oui, on le voit, elle l'est frontalement aux États-Unis, mais ça a des répercussions au Québec. Tout ce que Trump fait, ça devient un peu un tremblement de terre et on a des secousses ici. Si je prends des exemples pour Trump, on a vu comment il a changé le nom du Golfe du Mexique. C'est devenu le Golfe d'Amérique et soudainement, Google a emboîté le pas, mais si des médias comme Associated Press voulaient pas emboîter le pas et utiliser ce nouveau nom-là, ils ont été bloqués du Salon Oval, de l'avion présidentiel. Alors, le média se retrouve en position de résistance. Et au Québec, c'est pas le premier mandat de Trump. On l'a vu, les impacts des années précédentes, mais ce qu'on voit, c'est que les politiciens, peut-être qu'ils s'inspirent de Trump, je ne sais pas, mais ils comprennent que ça peut être utile, ça peut être payant d'attaquer les médias. Et donc, le gouvernement, vous voyez, c'est mon chien aussi qui est très concerné par la liberté de presse. On l'a vu, par exemple, l'ancien ministre Pierre Fitzgibbon attaquait la crédibilité du journal. Du Journal de Montréal avait traité le journal Torchon quand il n'aimait pas le sujet de nos enquêtes, par exemple. On voit aussi François Legault dernièrement avec tout le scandale de sa clique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a attaqué la crédibilité du rapport de la vérificatrice générale, ce qui est quand même pas banal. Et donc, on voit que le politique se met à attaquer et remettre en question la vérité, ce qui est annoncé dans des médias ou dans des rapports crédibles. Un vérificateur général, quand même, c'est pas rien. Et on sème le doute comme ça. Donc, oui, il y a des attaques. La vérité est en danger, en tout cas au Québec aussi, ça c'est certain. Est-ce que c'est propre au gouvernement caquiste? Je vous demande ça, Annabelle, parce que vous êtes journaliste au bureau d'enquête du Journal de Montréal. Vous êtes beaucoup sur le cas de la CAQ actuellement, notamment sur le dossier des nominations partisanes actuellement. Oui. Ça vous occupe beaucoup. Mais vous êtes une jeune journaliste, mais vous avez pas mal d'expérience. Vous en avez vu des gouvernements. Est-ce que c'est caractéristique, disons, de l'administration actuelle à Québec? Moi, je pense que c'est pas dans l'ADN de la CAQ. Je pense que c'est une tendance, une tentation pour les gouvernements en place. C'est comme si M. Trump avait ouvert une boîte de Pandore en disant « Hey, vous savez quoi? On peut attaquer les journalistes et faire croire aux gens qui n'ont pas l'intérêt public à cœur et qui ont un agenda secret, qui font de la désinformation. » Et à partir de là, ça devient un outil pour un politicien. M. Poilievre l'utilise grandement. Donc, c'est pas l'ADN de la CAQ, mais un gouvernement qui est en place ou même un gouvernement qui veut, un parti qui veut être élu, ça peut être payant d'attaquer des médias. Donc, je pense que c'est une tendance de notre époque qui est pas propre à une couleur d'un parti. Ça peut être payant auprès d'un certain électorat, c'est ça? D'un certain électorat, mais en même temps, une fois qu'on jette le doute dans la population, peu importe nos convictions, parce qu'on l'a vu aussi pendant la pandémie, ça s'est retourné contre la CAQ, contre le gouvernement de M. Legault. Il y a eu des gens qui croyaient pas aux mesures sanitaires. Ouais. Donc, même le politique est aussi victime des campagnes de désinformation. Et donc, on est tous un peu dans le même bateau. Et ça fait que c'est le climat général de méfiance, de suspicion et qui en souffrent. Les politiciens ont un déficit de crédibilité, mais les médias aussi, on a des problèmes de crédibilité dans la société dont on est aussi en partie responsable, pas parce qu'on fait de la désinformation, au contraire, mais parce qu'on n'écoute peut-être pas assez les critiques qu'on nous a dit pendant des années. Les médias, on était un peu dans notre tour d'ivoire. On se disait, les gens, ils vont finir par nous écouter si on continue de parler. Et puis,
non, il y a des critiques qu'il faut entendre. Donc, et le politicien aussi. Donc, c'est vraiment propre à notre époque. Oui. Pensez-vous qu'il y a une espèce de vanité des journalistes de penser qu'ils sont là pour... en fait, ils seraient un peu remplis d'une certaine suffisance face à leur propre rôle de diffuseur de vérité, puis que finalement, ce côté sermonneur-là, entre guillemets, pourrait déplaire au grand public, finalement? Je sais pas si c'est de la vanité, mais on était assis sur nos lauriers. On a peut-être tenu les gens, notre public, nos lecteurs, nos auditeurs pour acquis, dans la mesure qu'on se disait, ben voici comment on présente l'information et c'est important. Notre objectif est noble. À vous d'écouter. Et puis les réseaux sociaux sont arrivés. Et on s'est fait doubler comme ça par la gauche en se disant, ben il y a des gens qui parlent et qui ont des choses à dire et qu'on les fait peut-être pas assez entendre dans nos médias. Je sais pas si c'était de la vanité, mais c'est tellement, les changements vont tellement vite. Moi, ça fait 15 ans que je suis journaliste et il y a constamment des façons de faire qui changent. Il faut qu'on fasse du web, il faut qu'on fasse de la vidéo, il faut qu'on s'intéresse à ceux qui n'ont pas de plateforme, et finalement il y en a d'autres qui ont des plateformes. Est-ce qu'on les inclut ou pas? La discussion va vite en ce moment et je pense qu'on a été un peu pris de court par cette espèce de manque de confiance que les gens nous ont signalé. On s'est dit mais comment ça on fait le même travail depuis toujours? Je pense que c'est notre façon de parler aux gens qui a pas évolué assez vite, notre façon d'inclure des gens ou de pas les inclure dans la discussion. C'est vraiment dans la façon de faire. C'est pas évident là, parce qu'aussi les médias ont des pertes de revenus en ce moment parce que les médias sociaux cannibalisent un peu tout ça, prennent notre contenu, mais on reçoit pas de revenus. Donc, à travers toute cette évolution-là qui doit être faite pour inclure et écouter les critiques, ben ça se fait avec moins d'argent, avec le stress dont on ne sait pas si on va garder nos emplois demain. Donc, ça rend aussi les changements plus compliqués, je pense. Est-ce que c'est un des grands défis, Annabelle, ça? Parce que avec l'arrivée des réseaux sociaux, on l'a vu, les gens passent de plus en plus de temps là-dessus. Pas forcément pour s'informer, d'ailleurs, plus pour se divertir, mais c'est chronophage, les réseaux sociaux. Alors, un citoyen normal, s'il passe 3 heures sur TikTok puis Insta dans sa journée, ben ça fait moins de temps pour aller consulter les sites d'information crédibles, comme celui du Journal de Montréal, de la presse, de Radio-Canada. Est-ce que c'est pas le grand défi des médias traditionnels, c'est ça, non, dans les années qui viennent, de trouver une façon d'aller reconquérir en quelque sorte ces gens-là? Oui, on nous dit qu'il faut aller où les gens sont. Les gens sont sur TikTok. Mais nous, comme médias, si on va sur TikTok, on n'a pas de revenus. Là. Ouais. C'est pas une plateforme qui peut soutenir une entreprise comme Québécois. Et nous, moi, je fais de l'enquête. Je peux travailler 1 mois sur un sujet. J'ai besoin d'un salaire à tous les jours. Je peux pas me mettre à juste faire du TikTok. C'est pour ça qu'on remarque aussi qu'il y a de l'information sur TikTok. Il y a de tout. Mais l'information, quand elle est là, c'est surtout de la vulgarisation de nouvelles. Il n'y a pas un influenceur qui fait une enquête sur 1 mois. Et les vulgarisateurs d'actualité sont importants, sont intéressants. Je pense notamment à Farnell Morissette. J'écoute beaucoup. Mais ce ne sont pas des enquêtes. Donc, il faut quand même aussi des grands médias institutionnalisés qui peuvent se permettre de payer des journalistes pour faire des enquêtes. Cela étant dit, c'est sûr que ce qu'on voit, c'est que ça intéresse les jeunes TikTok, ça intéresse même pas juste les jeunes, et ça, parce que bon, il y a quelque chose. Ben, le message est rapide, mais il y a aussi une connexion qui est faite avec l'influenceur parce que le discours est plus intime, mais aussi authentique. Et c'est là, je pense qu'on a des choses quand même à apprendre. Est-ce qu'on peut s'adresser plus directement aux gens? Est-ce qu'on peut changer un peu le format dans lequel on diffuse l'information? Sûrement. Mais il y a aussi une ligne à ne pas franchir. Tu sais, je donne un exemple. Moi, je peux parler sur TikTok de mes enquêtes puis encourager les gens à aller sur le site du journal pour les lire, mais je me mettrai pas à faire un Get Ready With Me, à me maquiller ou à faire un haul de sac d'épicerie en parlant de mon enquête. Ouais. Il y a une ligne à ne pas franchir et c'est là aussi que je dis, si les gens sur les réseaux sociaux veulent, disons, du fast-food, le journaliste peut pas se transformer en fast-food. Il y a un moment où il va falloir quand même donner le goût aux gens de manger de la salade, à savoir. Il faut donner le goût aux gens quand même de consulter l'information de qualité.
Je pense que les gens veulent avoir de l'actualité, mais il faut s'adapter sans non plus se dénaturer. Ouais. Un mot sur un communiqué donc qui a été diffusé par la FPJQ avant-hier pour dénoncer les tentatives du gouvernement caquiste pour affaiblir en quelque sorte le régime québécois d'accès à l'information. Au cœur de cette controverse-là, il y a la nécessité ou non d'être représenté par un avocat quand un journaliste va devant la commission d'accès à l'information. C'est un dossier un peu compliqué, mais expliquez-nous ça un peu. Bon, il faut savoir qu'au Québec, on a un droit qui est d'avoir accès à des documents. C'est des documents qui devraient être publics, mais qui faut les demander parce que, bon, on met pas tout en ligne comme ça, même si le gouvernement et l'Assemblée nationale, ça, c'est de plus en plus transparent, mais bon, chaque citoyen a le droit de demander d'avoir accès à des documents. Comme journaliste, c'est un outil qu'on utilise beaucoup. Et quand un gouvernement refuse de donner accès aux documents, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut s'adresser à la Commission d'accès à l'information. C'est un tribunal qui décide qui a raison. Est-ce que le gouvernement a raison de ne pas vouloir donner cette information-là ou c'est le citoyen ou le journaliste qui a raison? Bon. Devant cette instance-là, il y a un journaliste qui avait déposé plainte. Il n'était pas d'accord avec les documents qu'on refusait. Et le tribunal s'est demandé, est-ce qu'il devrait être représenté par un avocat? Parce qu'il faut savoir que, bon, la loi du barreau, dans la plupart des tribunaux au Québec, il faut être représenté par un avocat, mais il y a des exceptions. Bon. Et quand on va devant un tribunal du logement, par exemple, on peut se représenter soi-même. Aux petites créances aussi. Voilà. Bon. Et ça fait que la jurisprudence qui a été faite, c'est qu'ils ont dit, non, effectivement, un journaliste ou un citoyen n'a pas besoin d'un avocat, peut se représenter par lui-même. Et ça, c'était comme ça depuis une quinzaine d'années, depuis 2013. Et puis, soudainement, il y a un nouveau cas qui s'est présenté devant la Commission d'accès à l'information. Le gouvernement contestait, il ne pouvait pas donner des documents. Et là, la Commission d'accès a dit, très bien, monsieur se représente par lui-même. Et c'est là que les procureurs généraux du Québec, donc les procureurs du gouvernement, ont dit, un instant, il faut être représenté par des avocats. Et là, la Commission d'accès lui a dit non. Ils sont allés devant la Cour du Québec qui a donné raison à la Commission. Et c'est pas encore satisfaisant pour les procureurs qui veulent maintenant aller en Cour supérieure. L'enjeu derrière tout ça, là, c'est que c'est un droit pour les citoyens de contester, c'est un droit d'avoir accès aux documents. Et si on est obligé de se faire représenter par des avocats, qu'est-ce que ça fait? Ben, vous savez comme moi que les avocats chargent, ils chargent à l'heure, ça charge cher des fois. Et ça vient un peu monétiser comme ça un droit. C'est que si tu n'as pas d'argent pour contester, ben tu peux pas avoir accès aux documents. Et ça, c'est très troublant parce que là, on parle de journalistes, mais ça peut être des OBNL, ça peut être... Et encore là, tu sais, je vous disais que les médias, ça va pas super bien là en ce moment. Ben, c'est pas tous les journalistes, c'est pas toutes les entreprises, les médias qui ont des services d'avocats. Et donc, ça vient affaiblir le droit de l'accès à l'information. Et même plus grand que ça, je dirais que le gouvernement, le ministre Jean-François Roberge, a dit sans trop de conviction qu'il était d'accord pour réformer la loi d'accès à l'information, justement pour plus de transparence. Mais avec un geste comme ça, on voit le fond de la pensée de la CAQ, c'est que ils en veulent pas de transparence. Ils mettent des freins. Depuis qu'ils sont au pouvoir, ils n'ont pas rencontré le président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Ils nous disent qu'ils veulent réformer la loi, mais finalement, quand on regarde les gestes, c'est un geste contre la transparence qui est en train de se faire en ce moment-là. Et là, les journalistes font ce combat-là, mais c'est tous les citoyens qui gagnent à avoir une loi d'accès à l'information qui est efficace. Et la FPJQ demande au gouvernement de modifier la loi sur le barreau, justement, juste pour clarifier les choses, clarifier le fait que des citoyens ou des organisations qui veulent, qui doivent se produire devant la Commission d'accès à l'information n'aient pas besoin d'être représentés par un avocat. Annabelle Blais, donc, je répète, vous êtes journaliste au bureau d'enquête du Journal de Montréal. Je rappelle aussi l'organisation, donc, mercredi prochain, le 28, de ce panel ici à Québec. Journalisme, désinformation et résistance à l'ère de Trump. Les invités sont Léa Martin, qui est une journaliste web, Louis-Philippe Lampron, qui est un expert en liberté d'expression, Alexandre Duval, qui est journaliste et essayiste. Tout ça sera animé par nul autre que Valérie Gaudreault, qui est chroniqueuse ici au Soleil à Québec. Merci beaucoup, Annabelle. Bonne journée. Pour cet échange. Au revoir. Yes, I, my reggae family.